Plus aucun grand maître, aussi brillant soit-il, ne peut rivaliser avec une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle voit plus loin. Elle calcule 10, 20, 50 coups d'avance. Là où nous, on tâtonne avec des stratégies, elle anticipe. Là où nous espérons, elle prédit. Et souvent, elle gagne. Toujours même. Alors, voici la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Si une IA peut battre les meilleurs humains aux échecs simplement en voyant plus de coups que nous, qu'est-ce qui l'empêche de faire pareil avec la réalité? Est-ce qu'on peut imaginer une IA capable de prévoir les prochains mouvements économiques mondiaux, les prochaines guerres, les prochaines révoltes, nos choix, nos erreurs, nos amours? Une IA capable de prédire l'avenir, non pas au sens mystique, mais au sens statistique, mathématique, calculé. Est-ce qu'une telle IA est techniquement possible? Est-ce qu'elle existe quelque part dans les entrailles d'un data center? Et si oui, si elle existe, ou si elle doit pouvoir exister, alors quelles questions est-ce que ça pose sur le monde, la liberté et sur notre propre identité? Parce que cette question, en apparence simple, est-ce que l'IA peut prédire l'avenir, cache en réalité un gouffre. Alors, pour bien comprendre ce dont on parle, on va commencer par le plus connu d'entre tous, ChatGPT. On a tous eu cette expérience un peu magique. On lui pose une question et il nous sort une réponse, souvent bluffante de cohérence. Mais ce qui se passe dans sa tête de silicium est beaucoup plus basique et en même temps beaucoup plus fascinant que ce qu'on pourrait croire. ChatGPT, comme tous les grands modèles de langage, a été entraîné à une tâche ultra simple, presque basique, prédire le mot suivant. C'est tout. Imaginez que je vous donne le début d'une phrase. Le chat est monté sur... Spontanément, votre cerveau va proposer des options probables. Ça peut être la table, le toit, l'arbre. En fait, vous le faites même sans y penser. Eh bien, ChatGPT fait exactement la même chose, sauf qu'il le fait avec une puissance statistique qui dépasse l'entendement. Pour vous donner une petite idée de l'échelle, on parle d'un entraînement sur des centaines de milliards de mots. Peut-être Wikipédia, des millions de livres numérisés, des forums, des articles de presse, des conversations. Pendant des mois, des milliers de processeurs surpuissants ont tourné jour et nuit pour faire ingurgiter cette masse de texte. Et à chaque fois, le principe est toujours le même. On lui montre un bout de phrase et on lui demandait de deviner le mot d'après. Regarde après cette séquence de mots, il y a ce mot-là. Et à force de répétition, des milliards et des milliards de fois, il a fini par apprendre des schémas, des régularités, des probabilités. Il a construit une sorte de carte mentale gigantesque des relations entre les mots. Du coup, quand vous lui demandez quelle est la capitale de la France, il ne sait pas que c'est Paris au sens où un humain le sait. Il n'a pas de concept de France, de capitale ou même de Paris. Il n'a pas une petite carte de la France dans sa tête avec un point rouge. En fait, il a juste calculé que, statistiquement, dans l'immense corpus de texte qu'il a analysé, la séquence de mots « capitale de la France » est suivie avec une probabilité écrasante par le mot « Paris ». Il a vu cette association des dizaines de milliers de fois. C'est l'option la plus probable, donc il l'a choisie. Et c'est pareil avec absolument tout le reste. Quand il vous explique la théorie de la relativité d'Einstein, il ne comprend pas la courbure de l'espace-temps au sens où nous on la comprend. Il a juste appris que les mots masse, énergie, courbure, espace-temps et gravité apparaissent souvent ensemble dans un certain ordre, dans un certain contexte. Quand il vous écrit un poème qui vous touche, rien ne nous indique qu'il ressentirait la moindre émotion. Il a surtout identifié des structures, des rimes, des thèmes qui caractérisent la poésie dans ses données d'entraînement. C'est pour ça que certains qualifient parfois ces modèles de perroquets stochastiques, même si je trouve ça à la fois très réducteur et un peu péjoratif. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, parce que les IA sont devenues extraordinairement douées pour une chose, reconnaître des patterns, des motifs, des schémas, et calculer des probabilités. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que dans notre monde, notre langage, nos comportements, nos sociétés, tout ça en fait est rempli de patterns. Et quand on maîtrise l'analyse de ces patterns à un tel niveau, en fait on peut effectivement anticiper l'avenir avec une précision qui peut sembler troublante. Il faut garder ça en tête et c'est absolument crucial pour la suite, il n'y a aucune magie là-dedans. Une IA ne voit pas le futur. Elle ne fait que calculer ce qui a le plus de chances d'arriver en se basant sur une analyse ultra poussée de ce qui s'est déjà passé. On pourrait presque qualifier ça de statistique glorifiée, d'extrapolation à grande échelle, mais c'est pas de la voyance.
Cette logique, en fait, on la retrouve partout. Une IA de diagnostic médical prédit la maladie la plus probable au vu de vos symptômes et des millions d'autres cas. Une IA de recommandation Netflix ou Amazon prédit le film ou le produit que vous avez le plus de chances d'aimer ou d'acheter. La question maintenant, c'est jusqu'à où cette approche statistique peut-elle nous mener? Est-ce qu'en analysant suffisamment de données, en trouvant des patterns toujours plus subtils, est-ce qu'on ne peut pas finir par anticiper des choses qui nous semblent, à nous, humains, totalement imprévisibles? Eh bien la réponse est un grand oui. Parfois, ça marche incroyablement bien, au point de dépasser les meilleures expertises humaines. Et pour vous le montrer, je vais vous parler de 2 exemples qui sont absolument bluffants. Le premier, c'est la météo. On a tous ce cliché du présentateur de météo qui se trompe sur la pluie du week-end. Mais en réalité, la prévision météorologique est devenue extrêmement précise. Et tout récemment, l'IA a mis un grand coup de pied dans la fourmilière en faisant encore mieux que les meilleurs modèles traditionnels. Je vous présente GraphCast, une IA développée par DeepMind, la filiale de Google. Cette IA est capable de prédire la météo mondiale jusqu'à 10 jours à l'avance. Et selon une étude publiée dans la prestigieuse revue Science en novembre 2023, elle bat les modèles météorologiques de référence, ceux qui tournent sur des supercalculateurs, sur plus de 90% des critères de vérification. 90%, c'est une révolution. Et le plus fou, c'est qu'elle fait ça en quelques minutes sur un seul ordinateur, là où les modèles traditionnels ont besoin de plusieurs heures de calcul sur des machines qui coûtent des fortunes. Et pour bien comprendre l'exploit, il faut comprendre comment fonctionnaient les modèles météo jusqu'à présent. En gros, ils découpent l'atmosphère en des millions de petites boîtes virtuelles, et pour chaque boîte, ils appliquent des équations complexes sur la physique des fluides pour calculer comment la température, la pression, le vent, etc. vont évoluer. C'est hyper précis, mais c'est aussi extrêmement lourd. GraphCast, lui, a une approche radicalement différente. Il ne connaît rien aux équations de la physique. Il a été entraîné sur 40 ans de données météorologiques historiques. On lui a montré l'état de l'atmosphère à un instant T, puis l'état de l'atmosphère 6 heures plus tard. Et on a répété ça des millions de fois. Il a appris à voir l'atmosphère non pas comme un ensemble de boîtes, mais comme une gigantesque image globale. Il a appris à prédire à quoi cette image ressemblera dans 6 heures, puis dans 12 heures, puis dans 24 heures. Il a appris à reconnaître des patterns, des schémas d'évolution que même les météorologues les plus expérimentés n'avaient pas forcément identifiés. Il a compris, par exemple, qu'une certaine configuration de pression au-dessus du Groenland a une forte probabilité d'influencer la météo en Europe 3 jours plus tard. Résultat, il peut anticiper la formation d'un cyclone, prédire sa trajectoire et son intensité avec une précision redoutable. C'est bluffant. Mais, et il y a un mais de taille, même GraphCast ne peut pas prédire la météo au-delà de 10 ou 14 jours. Pourquoi ? À cause d'un concept fondamental qu'on appelle la théorie du chaos. Vous connaissez sûrement l'image de l'effet papillon. Un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut, en théorie, déclencher une tornade au Texas. C'est une métaphore, bien sûr, mais l'idée est là. Dans un système aussi complexe et dynamique que l'atmosphère, de minuscules variations dans les conditions initiales peuvent entraîner des conséquences énormes et imprévisibles sur le long terme. C'est un petit peu comme un jeu de billard avec des milliards de boules qui s'entrechoquent en permanence. Au début, on peut prédire les premières collisions. Mais très vite, l'incertitude s'accumule et il devient mathématiquement impossible de savoir où chaque boule se trouvera. Pour l'atmosphère, c'est pareil. Il y a un horizon de prédictibilité, une limite fondamentale au-delà de laquelle le futur devient, par nature, imprévisible. Et avec les technologies actuelles, aucune IA, aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais franchir ce mur. Deuxième exemple, et là on quitte la physique pour entrer dans le domaine de l'humain, ce qui rend les choses encore plus troublantes. On est en 2010, le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce jour-là, Facebook aurait mené une expérience sur 61 millions d'utilisateurs. Je répète, 61 millions de personnes, soit environ un adulte américain sur 4 à l'époque. Ils ont divisé ces utilisateurs en 3 groupes. Le premier, le groupe témoin, n'a rien vu de spécial sur son feed d'actualité. Le deuxième a reçu un message purement informatif. Aujourd'hui, c'est le jour des élections, trouvez votre bureau de vote, avec un lien. Le troisième groupe a reçu le même message, mais avec un petit ajout qui change tout. Les petites photos de profil de 6 de leurs amis qui avaient cliqué sur le bouton « J'ai voté ». Le résultat, publié 2 ans plus tard dans la revue Nature, est vertigineux. Le simple fait de voir que leurs amis avaient voté a poussé 340 000 personnes de plus à se rendre aux urnes. 340 000 personnes.
C'est plus que la population d'une ville comme Nantes ou Strasbourg. Et l'effet ne s'est pas arrêté là. L'étude a montré que l'influence s'est propagée en cascade. Les amis des amis de ces personnes ont aussi été plus enclins à voter. Cette expérience prouve quelque chose de fondamental. Avec suffisamment de données sur nos comportements et surtout sur nos relations sociales, on peut non seulement prédire nos actions, mais aussi influencer celles-ci à une échelle massive. Facebook n'a pas seulement prédit qui allait voter, ils ont activement fabriqué des votants. Et là, on vient de franchir une ligne. On n'est plus dans la prédiction passive, on est dans l'influence active. Et ça change absolument tout. Autre exemple, dans un domaine complètement différent, la médecine. En 2024, des chercheurs de l'université de Nottingham ont développé une IA capable de prédire les crises cardiaques avec une précision stupéfiante. En analysant des scanners cardiaques de routine, cette IA peut identifier des patients qui ont 90% de chances de faire un infarctus dans les 5 années qui suivent. Comment est-ce qu'elle fait ça ? Eh bien, elle détecte des micro-inflammations, des artères coronaires, des signaux si subtils que même les cardiologues les plus expérimentés ne les voient pas à l'œil nu. L'IA a été entraînée sur des milliers de scanners de patients dont on connaît l'évolution sur plusieurs années. Elle a appris à reconnaître des patterns invisibles, des signatures biologiques qui annoncent la catastrophe bien avant qu'elle se produise. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'autres IA peuvent prédire Alzheimer 10 ans avant les premiers symptômes, détecter certains cancers avec une précision supérieure aux oncologues. D'autres IA peuvent même anticiper des rechutes de dépression. Dans tous les cas, l'IA ne fait que ce qu'elle sait faire de mieux, trouver des corrélations dans des masses de données que le cerveau humain ne peut pas traiter. Ok, alors jusqu'ici on a vu des exemples qui marchent extrêmement bien. La météo, certains comportements sociaux, la médecine. On pourrait croire que la boule de cristal de l'IA est infaillible, mais en réalité c'est très loin d'être le cas. Et c'est même dans ces échecs qu'on comprend le mieux ses vraies limites. Tous les exemples qu'on vient de voir ont un point commun. Ils fonctionnent dans des systèmes où les règles, même complexes, sont quand même relativement stables. L'atmosphère obéit aux lois de la physique. Les comportements sociaux, comme l'imitation, suivent des logiques que les psychologues connaissent depuis longtemps. Le corps humain, malgré sa complexité, suit des processus biologiques prévisibles. Mais que se passe-t-il quand on essaye d'appliquer cette même logique prédictive à des domaines plus chaotiques, plus changeants, plus humains ? Eh bien, souvent, on se plante. Et parfois même de manière spectaculaire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Google Flux Trend qui est devenu un cas d'école. En 2008, en pleine panique de la grippe H1N1, des ingénieurs de Google ont eu une idée qui semblait géniale. Et si on utilisait les recherches des internautes pour prédire les épidémies de grippe en temps réel ? L'idée était simple et séduisante. Quand les gens commencent à avoir de la fièvre, des courbatures, leur premier réflexe est souvent de taper leurs symptômes sur Google. Mal de gorge, fièvre qui monte, douleurs musculaires. Donc, en théorie, en suivant l'évolution du volume de ces recherches, on devrait pouvoir détecter un début d'épidémie avant même que les gens n'aillent chez le médecin et que les données officielles ne soient collectées. C'était la promesse du nowcasting, la capacité de connaître l'état du monde en temps réel grâce au big data. L'algorithme était impressionnant. Il analysait des milliards de requêtes, il avait identifié une quarantaine de termes de recherche dont l'évolution correspondait parfaitement à celle des épidémies passées. Au début, ça a marché plutôt bien. Google Flux Trend arrivait à prédire les pics d'épidémies de grippe avec 1 à 2 semaines d'avance sur les centres de contrôle et de prévention des maladies. Les médias et les épidémiologistes étaient fascinés. On tenait peut-être là une révolution pour la santé publique. Puis, en 2013, tout s'est effondré. Cette année-là, Google Flux Trend a prédit un pic d'épidémie de grippe qui était plus du double de la réalité. 2 fois plus élevé que ce qu'elle était réellement. Et ça, c'est pas une petite marge d'erreur, c'est un plantage complet. Et le pire, c'est que ça n'était pas un accident. Pendant 100 des 108 semaines qui ont suivi, l'algorithme a systématiquement et massivement surestimé le nombre de cas de grippe. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les chercheurs qui ont analysé cet échec ont identifié plusieurs problèmes. Le premier, c'est ce qu'ils ont appelé le Big Data Hubris, l'arrogance de croire que la quantité de données peut remplacer la qualité et la compréhension. Google pensait qu'avec des milliards de recherches, il n'y avait pas besoin de comprendre pourquoi est-ce que les gens cherchaient ces mots. Mais la corrélation n'est pas la causalité. Les gens ne cherchent pas grippe uniquement quand ils sont malades. Ils le font aussi quand les médias commencent à parler d'une épidémie, créant une boucle de rétroaction.
Les prédictions alarmistes de Google étaient reprises par la presse, ce qui faisait paniquer les gens qui se ruaient sur Google pour chercher des infos, ce qui faisait monter le chiffre de Google Flux Trend, et ainsi de suite. L'algorithme s'est mis à se nourrir de son propre écho médiatique. En plus, Google modifiait constamment son propre algorithme de recherche, notamment les suggestions automatiques. Des termes qui n'étaient pas liés à la grippe pouvaient soudainement le devenir, polluant les données et rendant les corrélations passées complètement caduques. Cette histoire, c'est une leçon d'humilité. Les données brutes, même en quantité astronomique, ne sont rien sans une compréhension profonde du contexte humain et social dans lequel elles ont été générées. Autre exemple d'échec retentissant et encore plus grave sur le plan éthique, la police prédictive. Sur le papier, l'idée est séduisante, tout droit sortie d'un film de science-fiction comme Minority Report. Utiliser l'IA pour prédire où et quand les prochains crimes vont avoir lieu, pour envoyer des patrouilles de police en amont et les empêcher. Des entreprises comme PredPol aux États-Unis ont vendu à de nombreux services de police des logiciels qui analysent les données historiques de la criminalité, donc ça peut être des cambriolages, des agressions, pour identifier ce qu'on appelle des points chauds, des petites zones de quelques centaines de mètres carrés où un crime est statistiquement plus probable de se produire dans les heures qui vont suivre. Le problème, c'est que ces prédictions ne sont pas neutres. Elles sont profondément biaisées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces données sur lesquelles elles s'appuient ne reflètent pas la criminalité réelle, mais l'activité policière passée. Imaginons un quartier où la police a patrouillé plus intensivement. Mécaniquement, on y enregistre plus d'arrestations. Pas forcément parce qu'il y a plus de crimes, mais des fois simplement parce qu'on y cherche plus. Ces arrestations, qui peuvent être le fruit de décisions de surveillance, sont ensuite enregistrées dans les bases de données comme des faits objectifs. Quand l'algorithme de police prédictive analyse ces données, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit que ce quartier est un point chaud. Sa conclusion, il faut envoyer plus de patrouilles. Et qu'est-ce qui se passe quand on envoie plus de patrouilles ? Eh bien, on fait encore plus d'arrestations pour des délits mineurs qui auraient passé inaperçus ailleurs. Ce qui vient confirmer à l'algorithme qu'il avait raison, que c'est bien une zone à risque. En fait, ça finit par devenir une prophétie autoréalisatrice, une boucle de rétroaction toxique. L'algorithme ne prédit pas le crime futur, il justifie et amplifie des habitudes passées. Du coup, on voit bien le problème ici. Dès qu'une prédiction de l'IA n'est plus passive, comme pour la météo, mais qu'elle déclenche une action dans le monde réel, elle modifie ce monde et donc ça peut créer des cercles vicieux aux conséquences qui peuvent être désastreuses. Il y a un autre domaine où l'IA prédictive montre ses limites de manière assez flagrante. L'économie et la finance. Peut-être certains se souviennent de la crise financière de 2008. Eh bien, les banques, les fonds d'investissement utilisaient déjà massivement des algorithmes prédictifs pour évaluer les risques et optimiser leurs investissements. Ces algorithmes étaient censés être plus objectifs et plus précis que les analystes humains. Ils analysaient des milliers de variables, taux d'intérêt, inflation, cours des matières premières, indicateurs économiques. Et pourtant, pratiquement aucun de ces systèmes n'a vu la crise venir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous basés sur l'hypothèse que l'avenir ressemblait au passé. Ils avaient appris sur des décennies de données historiques, mais ils n'étaient pas préparés à un événement sans précédent, ce qu'on avait appelé un signe noir. La crise des subprimes était un phénomène nouveau, né de l'interaction complexe entre déréglementation financière, innovation technologique et des comportements humains. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'affaire. Le point le plus vertigineux est sans doute le plus inquiétant. On a vu que l'IA pouvait se planter. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est incapable de prédire le comportement humain ? Eh bien, au contraire. Et c'est là que ça devient vraiment complexe. Parce que même si l'être humain aime se savoir comme une créature parfaitement imprévisible, en réalité, on est souvent pétri de schémas. Des schémas de pensée, des schémas comportementaux, des biais cognitifs qui sont, pour la plupart, extraordinairement prévisibles. Reprenons l'exemple de Facebook. L'expérience sur 61 millions d'électeurs nous a appris quelque chose de fondamental, notre besoin d'appartenance, notre tendance à l'imitation, notre sensibilité à la preuve sociale sont des failles exploitables. Et aujourd'hui, les données qu'on fournit volontairement aux IA ont explosé. On n'est plus au simple like de 2010, on donne nos conversations privées, nos déplacements GPS, notre rythme cardiaque via nos montres connectées, le temps qu'on passe à regarder une image, les produits qu'on met dans notre panier sans les acheter, nos habitudes de sommeil, nos recherches vocales, nos photos. C'est tout notre être numérique qui est analysé en permanence. Et cette analyse a donné naissance à un nouveau modèle économique théorisé par la chercheuse Shoshana Zuboff sous le nom de capitalisme de surveillance. C'est un concept important à comprendre.
dans ce modèle, le service gratuit que vous utilisez, donc Google, Facebook, TikTok, etc., n'est pas vraiment le produit. Le vrai produit, c'est vous. Ou plus précisément, les prédictions sur votre comportement futur. Le système fonctionne en 3 temps. D'abord, l'incursion. Les plateformes collectent le plus de données possibles sur vous, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le service. C'est ce que Zuboff appelle le surplus comportemental. Ensuite, l'analyse. Ces montagnes de données sont analysées par des IA pour détecter des patterns et construire un modèle prédictif sur votre personnalité, sur vos désirs, sur vos peurs, vos opinions politiques, etc. Enfin, le plus important, le pilotage, ou herding en anglais, un petit peu comme pour un troupeau. Ces prédictions sont vendues à des annonceurs, mais aussi à des acteurs politiques ou autres, qui peuvent alors vous envoyer des messages ultra ciblés pour influencer votre comportement. Le but n'est pas seulement de prédire ce que vous allez faire, mais de s'assurer que vous le fassiez. De vous pousser gentiment à l'achat d'un produit, l'adoption d'une opinion ou le vote pour un candidat. L'objectif ultime n'est pas forcément de répondre à vos besoins, mais de les façonner. Quand vous recevez une pub pour le produit auquel vous pensiez, ce n'est pas par magie. C'est la conclusion d'un calcul de probabilité extrêmement sophistiqué. L'IA a prédit que, compte tenu de votre historique de navigation, de vos relations sociales, de votre localisation et des milliers d'autres micro-signaux, vous étiez sur le point d'entrer dans une fenêtre d'achat. Et puis elle a simplement donné le petit coup de pouce final. On n'est plus dans de la prédiction de l'avenir, on est dans de la fabrication de l'avenir en quelque sorte. L'IA ne lit pas dans une boule de cristal, elle tire des ficelles, elle ne vous dit pas ce que le futur vous réserve, mais elle s'arrange pour que le futur qui est le plus profitable pour ses clients se réalise. Et c'est une différence fondamentale, la prédiction devient une forme de contrôle. Et ce contrôle est d'autant plus efficace qu'il est invisible, qu'il se présente sous des traits bienveillants, la suggestion personnalisée ou même un service sur mesure. On pourrait presque parler d'une forme de pouvoir inédite, sans précédent dans l'histoire humaine, parce qu'en fait, elle ne s'exerce pas par une force ou par la loi, mais par l'instrumentalisation de notre propre psychologie. Et pour vous donner une idée de la sophistication de ces systèmes, je vais vous parler de ce qu'on appelle un dark pattern. En fait, ce sont des techniques de design d'interface spécifiquement conçues pour utiliser nos biais naturels. Par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que sur certains sites de réservation d'hôtels, il y a toujours un petit message qui dit « Attention, il ne reste que 2 chambres disponibles » ou « 15 personnes regardent cet hôtel en ce moment ». Ces messages ne sont pas forcément faux, mais ils sont souvent calculés pour créer un sentiment d'urgence artificielle. L'IA a analysé votre comportement et a déterminé que vous êtes plus susceptible de réserver cet hôtel si vous pensez que l'offre va disparaître à ce moment précis. Autre exemple, les notifications de vos applications. Elles n'arrivent pas au hasard, elles sont programmées pour arriver au moment où vous êtes le plus susceptible d'y répondre. L'IA a analysé vos habitudes, elle sait que vous consultez votre téléphone systématiquement à 8h30, 12h15 ou 19h45. Elle sait que vous êtes plus réceptif aux notifications le mardi que le vendredi. Elle sait que vous êtes plus enclin à acheter quelque chose quand il pleut. Toutes ces informations sont utilisées pour optimiser le moment et le contenu de chaque message, chaque notification que vous recevez. Les nouvelles générations d'IA prédictives ne se contentent plus juste d'analyser nos comportements passés. Elles commencent à comprendre nos émotions en temps réel. Et ça, c'est un changement absolu. Imaginez une IA qui peut détecter votre état émotionnel en analysant votre voix, vos expressions faciales, votre rythme cardiaque et même votre façon de taper au clavier. Techniquement, cette technologie existe déjà. Elle s'appelle l'information affective ou l'emotion IA. Des entreprises comme Affectiva développent des systèmes capables de reconnaître 6 émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût, avec une précision de plus de 90%. Ces systèmes commencent à être intégrés dans nos appareils du quotidien. Votre téléphone peut peut-être déjà détecter si vous êtes stressé en analysant votre voix. Votre voiture peut savoir si vous êtes fatigué en suivant vos mouvements oculaires. Votre télé peut adapter le contenu qu'elle vous propose en fonction de votre humeur. Et le plus troublant, c'est d'imaginer jusqu'à où cette technologie pourrait être implantée. Imaginez que vous regardiez une vidéo sur YouTube et que l'IA détecte que vous êtes un petit peu triste et qu'immédiatement, elle va vous proposer du contenu qui exploite cette tristesse, des vidéos nostalgiques, des publicités pour des produits réconfortants, des articles sur des sujets qui vont amplifier votre mélancolie. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'IA aurait appris que les gens tristes passent plus de temps sur la plateforme, cliquent sur plus de publicités et sont plus susceptibles de faire des achats impulsifs.
Votre tristesse pourrait devenir un levier de profit. Et ça, c'est pas juste de la science-fiction. Des documents internes de Facebook révélés en 2017 montraient que l'entreprise était capable d'identifier des moments où les adolescents se sentaient stressés, défaits ou anxieux, voire même inutiles. Ces informations étaient vendues aux annonceurs pour cibler leur publicité. On n'est plus dans de la prédiction de comportement, on est dans de la manipulation émotionnelle en temps réel. L'IA ne se contente pas juste de prédire ce que vous allez ressentir, elle peut même influencer ce que vous ressentez pour vous faire agir comme elle le souhaite. Alors, pour revenir sur la question initiale, est-ce que l'IA peut prédire l'avenir? Il faut d'abord déconstruire l'illusion. Non, l'IA ne peut pas lire l'avenir comme une prophétesse au fond d'une caverne. Elle ne voit pas demain, elle calcule, elle corrèle, elle anticipe. Et pourtant, ce qu'elle parvient à faire est peut-être plus inquiétant encore. Elle cartographie l'esprit humain. Elle identifie nos failles, nos routines, nos impulsions, nos hésitations. Et dans cette carte, elle trace déjà toutes les routes qui sont susceptibles d'être empruntées. L'IA ne prédit pas des événements comme un oracle. Elle prédit des comportements. Elle ne devine pas ce que vous allez faire par magie. Elle le déduit avec une froideur mathématique en s'appuyant sur tout ce que vous avez déjà fait, dit, pensé ou cliqué. Et dans les domaines les plus stables, elle le fait encore mieux que n'importe quel expert, mieux que nous-mêmes. Mais ce qui devrait nous interpeller, c'est pas tant la précision que ce que ça révèle sur nous, notre prévisibilité. Et dans un monde où nos choix peuvent être modelés, nos émotions quantifiées, nos désirs anticipés, il y a une question qui émerge. Est-ce que nous avons encore le contrôle? Est-ce que nous sommes l'auteur de nos décisions? Parce que ce pouvoir de prédiction, entre certaines mains, peut devenir un pouvoir de fabrication. Ça n'est plus une IA qui répond, c'est une IA qui oriente. Elle n'attend pas que vous demandiez, elle vous suggère. Elle ne vous accompagne pas, elle vous devance. Alors non, le vrai enjeu n'est pas de savoir si l'IA peut prédire l'avenir. Le vrai enjeu est de savoir qui décide du futur qu'elle construit. C'est plus une simple question technique, c'est une question de civilisation, une question de pouvoir, de liberté et de responsabilité collective. Parce qu'une chose est sûre, l'IA changera à tout jamais le cours de l'humanité. À nous de faire en sorte que ce changement soit pour le meilleur et pas pour le pire.